Hello bande de codeurs, bienvenue dans cette deuxième partie. Pour rappel, dans la première partie, on avait installé un environnement virtuel, on avait installé Django, et on avait également créé notre première vue, somme toute basique, et on avait également défini quelques règles de routage. Dans cette deuxième partie, on va parler données, on va parler modèles, on va parler base de données, et même à la fin de la vidéo, on va créer notre première interface d'administration de manière automatisée grâce à Django. C'est une vidéo qui va être un petit peu plus longue que la précédente, mais accrochez-vous, ça va être sympa. Allez, on est parti. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Enfin, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur la plateforme Tipeee en descriptif de la vidéo. Avant de commencer à créer notre base de données, on va voir quelque chose de très important dans notre application principale BDC, c'est tout ce qui concerne les paramètres, et ça se trouve dans le fichier settings.py. Alors désolé, depuis le début de ce tutoriel, je dis .py, évidemment, ça serait py si on voulait vraiment le faire en anglais, mais bon, voilà, je pense que vous avez compris et que vous pardonnerez ce petit défaut de langage. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être tout ce qui va concerner justement la configuration des bases de données. Et ça se trouve ici, en ligne 76, si vous n'avez rien touché comme moi et que vous partez sur un projet tout beau, tout neuf, tout propre. Et donc ici, il y a la configuration de notre base de données. Alors par défaut, Django vient avec SQLite et c'est ce qui est configuré par défaut. On voit que ici, le moteur, c'est bien SQLite et que ici, dans le paramètre nom, ça fait référence à notre dossier, notre directory courant et au fichier dbSQLite3 qu'on peut trouver ici. On a la possibilité dans Django d'utiliser différents types de moteurs de base de données, comme par exemple PostgreSQL, MySQL ou encore Oracle, et il y a même d'autres moteurs qui sont disponibles. Donc comme je le disais, par défaut c'est SQLite qui vient avec Django, alors c'est parfait si vous débutez en base de données ou vous voulez juste essayer Django. Par contre, si vous voulez vraiment mettre en production un Django avec, on va dire, une base de données un petit peu plus vénère, dans ce cas, je vous conseille d'utiliser un autre système de gestion de base de données comme PostgreSQL ou MySQL ou encore Oracle. On va dire que SQLite, ça va être peut-être un peu léger si vous voulez vraiment avoir quelque chose de robuste avec beaucoup d'entrées à l'intérieur. Pendant qu'on est dans ce fichier, on va voir également d'autres petits paramètres, notamment, voilà ici, le langage code. Alors, moi, je me situe en France, mon langage, c'est le français, donc je vais mettre FR. Et pour la time zone, je vais mettre Europe, Paris. Vous pouvez bien évidemment adapter en fonction de votre région dans le monde. Je sais que vous ne me suivez pas forcément qu'en France. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à nos amis africains, à nos amis canadiens et à nos amis belges. Désolé si j'ai oublié des francophones d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires d'où vous venez, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ensuite, ce qui va nous intéresser, et qui est très très important dans ce fichier de configuration, c'est les applications installées. Donc par défaut, Django vient avec différents types d'installations. On a par exemple quelque chose qui nous permet justement de gérer l'administration, les authentifications utilisateurs, de gérer encore les sessions ou les messages. Et je vous le donne en mille, l'application Pulse que l'on a créée, on va bien évidemment devoir l'ajouter à ce niveau-là. Certaines de ces applications utilisent des bases de données, et pour pouvoir justement les prendre en compte et les insérer dans la base de données, on va utiliser une nouvelle commande. Je vais remonter un petit peu le terminal, on va laisser install apps comme ça. C'est une commande qui s'appelle migrate. Donc pour l'exécuter, on fait un python manage.py migrate et on l'exécute. Ce qui se passe ici, c'est que migrate va justement regarder dans ce fichier de configuration et il va regarder tout ce qui est réglage concernant installed apps. Et il va créer les tables de données qui sont nécessaires en fonction des réglages qu'on aura définis ici. On va revenir sur cette commande migrate un tout petit peu plus tard, vous verrez que ça sera beaucoup plus clair pour vous. Quand on parle de données dans un système MVC, on parle bien évidemment de modèles. Si vous vous rappelez la vidéo de 5 minutes que j'avais fait sur le MVC, vous saurez exactement de quoi je veux parler. Python vient avec ce qu'on appelle un ORM. ORM, ça signifie Object Relation Mapping. En gros, ce que ce genre de framework fait, c'est qu'il nous affranchit de tout ce qui est requête SQL brute. On va créer des objets, on va créer des modèles qui vont être mappés justement avec des tables de notre base de données. Et on va travailler sur ces modèles, on va créer des objets, et à chaque fois qu'on va les supprimer, en créer, les modifier, ça va automatiquement générer les requêtes SQL associées. Donc on n'a vraiment pas besoin de s'occuper de ça.
Nous, pour notre application de sondage, on va créer deux modèles. On va créer un modèle question et un modèle choix. Alors, je vais continuer à parler en anglais. On avait commencé un petit peu avec polls. C'est juste pour que ce soit, on va dire, un petit peu harmonisé au niveau du langage. Donc, on va avoir un modèle question et un modèle choice. Une question va posséder une question à proprement parler et une date de mise en ligne. Et le choix, donc choice, va avoir deux champs. Il va avoir un champ texte qui représente le choix et il va avoir un champ vote qui va représenter le nombre de fois où les gens auront voté pour ce choix. Et bien évidemment, chaque choix est associé à une question. Pour pouvoir créer nos modèles, on va tout simplement se rendre dans notre application Polls, et ici, on a un fichier qui s'appelle models.py, qui d'ailleurs nous invite à créer nos modèles ici, chose qu'on va faire. Donc moi, je vais coller du code que j'avais préparé et qui est aussi en partie issu de la documentation, enfin du tutoriel de la documentation officielle comme je vous présentais dans l'introduction de ce tutoriel, dans la partie 1. Et on va commenter quand même ce code parce que c'est vraiment important. Donc ici on importe models et vous voyez que chacune de nos classes, chacun de nos modèles justement hérite de modèles. Chaque modèle a des variables de classe et chacune de ces variables représente un champ de la base de données pour ce modèle. Chaque champ est représenté par une instance d'une classe field. Par exemple, chartField pour les champs de type caractère et juste en dessous, datetime_field pour tout ce qui va être les champs concernant les dates, les heures, etc. Ce qui est important, c'est que le nom de chaque instance de field, donc là par exemple question texte, ça va être le nom du champ en interne. Ça va être le champ que vous utiliserez dans votre code Python et qui dans la base de données sera également utilisé comme nom de colonne. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a certains champs qui ont des paramètres obligatoires. Typiquement, chartField, ici, il a un paramètre obligatoire qui est la longueur maximale de la chaîne de caractères, donc max length, qu'on a défini ici à 200. Alors pour ceux qui ont déjà créé des bases de données, vous savez que c'est important de devoir spécifier pour certains systèmes de gestion de bases de données la longueur maximale d'une chaîne de caractères. Mais l'utilité qu'il va y avoir également ici dans Django, c'est que lorsque l'on va soumettre des formulaires à nos utilisateurs, on va pouvoir justement faire des vérifications automatiques qui vont être basées notamment sur ce genre de paramètres. Si l'utilisateur saisit une question qui va être supérieure à 200 caractères, le formulaire ne sera pas validé et on va lui afficher un petit warning en disant « non, il faut que ta question soit inférieure à 200 caractères ». Donc c'est aussi une utilité. On a également des champs qui sont optionnels. Par exemple ici, dans notre modèle choice, on a le champ votes dans lequel on a défini une valeur par défaut à 0. Ce qui signifie que quand on va créer un choix lié à une question, il y aura 0 vote, ça sera initialisé à 0. Et en parlant d'association, justement, ça ne vous aura pas échappé, dans notre modèle choice, on a un champ qui s'appelle question qui fait justement référence au modèle de question, ici avec foreign key. Foreign key qui est suivi de question, qui est justement le modèle auquel il doit être lié. Ensuite, on a un paramètre onDelete. Ça, c'est assez intéressant, ça permet de définir le comportement dans le cas d'une suppression. Et ici, c'est écrit cascade. Ça signifie tout simplement que lorsqu'on va effacer une question, plutôt supprimer une question, tous les choix associés à cette question seront également supprimés. Ça ne ferait pas de sens de laisser dans notre base de données des choix dont la question aurait été supprimée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, les modèles, c'est un peu la base de tout pour les données, et vous voyez que ces petites portions de code, ça va donner énormément d'informations à Django, parce que ça va lui permettre de créer un schéma de base de données, donc tout ce qui va être création des tables, et ça va lui permettre également de créer une API Python d'accès aux bases de données pour justement pouvoir accéder aux objets question et choice. Et d'ailleurs, on va voir ça dans un tout petit instant, vous allez voir qu'on va jouer avec une commande spécifique et on va pouvoir jouer avec ces modèles. Mais ce qu'il va falloir d'abord faire, c'est indiquer à notre projet que l'application de sondage Polls est installée. Donc pour ça, on va se rendre dans Settings, et ici, à cet endroit, on va rajouter une ligne. On va rajouter polls.app, apps.polls.config. Alors, et on n'oublie pas la virgule à la fin. Alors ça sort pas de nulle part. Ça fait tout simplement référence à une classe qui est définie dans notre dossier polls et qui se trouve dans le fichier apps. Si je l'ouvre, ici on voit justement qu'on a bien notre polls.config. C'est ce qui permet justement c'est généré automatiquement, de configurer une application. Ça, ce fichier a été généré, vous savez, quand on a créé notre application polls avec la commande qu'on a vue dans la partie précédente. On sauvegarde notre fichier settings.py. Maintenant, grâce à ça, Django sait qu'il va devoir inclure l'application polls dans notre projet
et on va exécuter une nouvelle commande. Je vais remonter un petit peu mon terminal, je vais le clearer, et ici, on va exécuter la commande, Python manage.py, et ici, on va appeler la commande make migrations. Et on va préciser justement sur quoi il doit faire la migration, et nous, c'est notre application Pols. On exécute. Et ici, en fait, ça a fait une chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Python fonctionne donc avec des modèles, avec des migrations. Lorsque l'on crée un modèle, on définit comme on l'a défini nous ici ensemble. Ensuite, il faut pouvoir justement dire à Python, à Django plus exactement, que des modèles ont été créés ou modifiés et qu'il va falloir qu'il fasse persister ces modifications, ces créations dans la base de données. Et ça passe par deux étapes. La première, c'est celle qu'on vient de faire là, c'est on va créer ce qu'on appelle la migration. Une migration, c'est un moyen qui est utilisé par Django pour stocker les modifications des modèles. Et on peut voir ce résultat justement de cette commande. On voit que Django nous a créé un fichier dans Pols migration qui s'appelle 001 initial.py avec mon bel accent anglais. Si on se rend justement dans le dossier migration, on voit effectivement ce fichier et on peut regarder ce qu'il a été créé. Hop, je réduis un petit peu ça. Et on voit qu'ici, on a une liste, un operations, et dedans, on voit que effectivement, il y a la création du modèle question avec les différents champs associés, et on a la création du modèle choice, encore une fois, avec les différents champs associés, notamment la relation avec question. On va regarder d'un petit peu plus près justement à quoi ça correspond. On a une autre commande, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais voilà, on est là pour apprendre, pour découvrir, donc c'est toujours intéressant. Toujours avec manage.py, qui s'appelle SQL migrate. Et là, on va juste lui indiquer deux paramètres. L'application en question et le numéro de fichier de migration. Là, on voit que nous, c'est 0001, donc on indique 0001. On exécute. Et là, en fait, on voit exactement les commandes, les requêtes SQL que Django va faire et qui sont liées à la migration qui a été créée avec notre fameux make migrations. Et donc là, c'est super intéressant parce qu'on voit qu'il va créer le modèle question, finalement il va créer la table puisqu'elle n'existe pas encore, et il va appliquer la requête createTable, Pols question, et il va créer la requête createTable Pols choice, où il va mettre justement tous les champs associés. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir ce qui va se passer derrière. Je vais clearer mon écran, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va terminer le processus en appelant la commande Python manage.py migrate. Et là, en fait, vous voyez que on a une migration qui a été exécutée, donc c'est notre fameuse migration 001 initiale, et on voit que le statut est OK. Ça veut dire que Django a exécuté cette migration, il a exécuté les requêtes, et il a créé les tables associées dans notre fichier, dans notre base de données, dans notre fichier db.sqlite3. Donc voilà, si on résume juste, parce que c'est très important, il y a trois phases lorsque on veut gérer tout ce qui est base de données. La première phase, c'est que l'on crée nos modèles, comme on l'a fait juste avant. Ensuite, on applique la commande make migrations pour que justement Django sache ce qu'il va devoir faire, et ça va générer un fichier de migration ici, à l'intérieur de notre application, et dans le sous-dossier migration. Et ensuite, on doit appliquer, comme on vient de le faire, la commande migrate pour appliquer ces modifications à la base de données. La raison de séparer les commandes pour créer et appliquer les migrations, c'est que ces migrations vont être ajoutées dans le système de gestion de version et qu'elles seront livrées avec l'application. Ça, c'est super pratique parce que ça permet de garder toute une trace de l'évolution de la base de données. Donc on aura à chaque fois, en fonction des modifications des modèles, on aura un fichier de migration différent et ça nous permet vraiment de garder un historique et une trace. Donc ça, c'est super important comme principe. Maintenant que nos modèles ont été créés et que tout a été aussi créé grâce au migrate dans la base de données, on va justement jouer avec ces modèles avec un petit outil qui est super pratique, c'est un shell interactif, et on va pouvoir jouer avec l'API de Django. Et je vous propose qu'on voit ça maintenant. Je vais clearer mon terminal, je vais le monter un tout petit peu, voilà comme ça, et pour pouvoir jouer avec le shell, on va exécuter la commande Python manage.py, maintenant on a l'habitude, manage.py, et on va saisir la commande shell. On exécute, et là en fait on est dans le shell interactif, et on va pouvoir jouer justement avec l'API de Python pour
essayer de voir ce qu'on peut faire avec ces différents modèles, créer des questions et des choix. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va justement importer les modèles. Donc pour ce faire, on fait FromPools.models, on va importer choice et on va importer question. Ça va nous permettre justement de travailler avec. Maintenant, je vais lui demander qu'il me retourne toutes les questions qu'on a dans notre base de données. Donc je vais utiliser mon modèle question. Ici, on a l'autocomplétion, donc vous pouvez appuyer sur tabulation dès que vous commencez à saisir des choses. Question.objects, et là, on lui appelle la méthode all. Et ça, on voit que ça me renvoie un set qui est vide, ce qui est complètement logique puisqu'on n'a inséré encore aucune question dans notre base de données. On va faire ça maintenant. On va juste importer quelque chose qui va nous être utile concernant les dates, donc dans Django utils import time zone. Vous allez voir pourquoi on fait ça. J'espère que ça l'a correctement importé. Je pense que oui. Je vais le refaire au cas où. Voilà, nickel. Et je vais clearer mon terminal. Est-ce que ça marche ça? Voilà, parfait. Pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. Et maintenant, on va créer notre première question. On va créer un objet, donc on va faire Q est égal à question. Et ici, on va ouvrir une autre parenthèse pour créer un objet, pour instancier. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est saisir finalement les champs que l'on a définis dans modèle. Donc ici, par exemple, question texte. Et on va lui dire, donc notre question c'est salut, ça va bien. Je sais, je suis très inspiré. Je suis un petit peu le tutoriel de la documentation officielle de Django au passage. Et ici donc, pub date pour publication date. C'est là où justement on va dire timezone.now. Comme ça, et j'oublie pas de fermer la parenthèse. Donc là en fait on a créé notre premier objet, mais pour l'instant il est juste là en tant qu'objet, il n'existe pas dans la base de données. Si je veux le faire persister et exister dans la base de données, il faut que j'applique la méthode save. Et là, à présent, je peux vous affirmer que cette donnée, cette question a été créée et enregistrée dans la base de données. On peut par exemple faire un q.id, et là ça retourne 1. Vous allez dire, mais attends, c'est bizarre, parce que id, c'est pas un paramètre qui est ici dans notre modèle question. Et vous aurez raison. Mais ça, justement, les identifiants, les clés primaires, on n'a pas besoin de les gérer. Django les gère tout seul. Et comme il va auto-incrémenter ce champ id, et qu'aucune question n'existait au préalable dans notre base de données, il a défini que c'était la première, et il lui a donné l'identifiant numéro 1. Maintenant, on a la possibilité aussi d'accéder directement au champ. Donc ici, si je fais par exemple q.questionText et que j'exécute, on voit que je récupère bien l'intitulé de ma question, salut, est-ce que ça va bien? Enfin, ça va bien. Et j'ai également la possibilité de récupérer l'autre champ, publication date. Et ici, on voit que, voilà, c'est sur un format un petit peu particulier, mais que ça correspond bien à la date du jour. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre la vidéo, on est bien le 8 janvier 2024. Et vous voyez que j'ai fait ça à 12h20 et des bricoles. Je vais clearer la console. On a bien évidemment la possibilité de modifier les champs existants. Là, je ne suis pas satisfait avec l'intitulé de ma question. Donc je vais pouvoir tout simplement modifier, surcharger, si j'ai envie de dire, l'intitulé de ma question. Et on va faire ça de manière un petit peu plus pro. Comment allez-vous? Hop, avec ça. Mais par contre, là, ça n'a pas persisté. Si je veux que ça persiste, il faut que je fasse un q.save. Il faut que je rappelle ma méthode save. Et là, en fait, derrière, ce qui va se passer, pour que vous compreniez, la première fois que j'ai fait un save, Django a fait un insert dans ma base de données. Et là, en fait, en faisant un save, il va tout simplement faire un update. Puisque la question existe déjà, c'est juste le champ questionText qui va changer. Et maintenant, si je rappelle cette commande que j'avais fait auparavant, question.objects.all, ici, effectivement, j'ai ma liste qui est remplie d'un premier objet de type question, et ça, j'imagine que c'est son identifiant. Bon, par contre, je ne suis pas vraiment satisfait parce que voilà, si j'ai 20 questions dans mon formulaire, ça ne va pas beaucoup me parler. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit vraiment le question text qui soit affiché ici. Alors, ici, on peut le faire d'une manière assez simple, c'est qu'on va aller modifier notre modèle. Alors, je vais baisser un tout petit peu ça.
Et ici, dans notre modèle question, on va définir une méthode un petit peu spéciale, qui est str précédé et suivi de 2 underscores. Ça, c'est des méthodes spécifiques en Python. Et là, avec Django, en fait, c'est une méthode qu'on va pouvoir surcharger pour, notamment, quand on veut faire une représentation des objets qu'on affiche ici. Donc, je vais juste préciser self. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui dire, je veux que tu me retournes sur appel de cette méthode qui est automatiquement appelée quand justement on fait objects_all. Je veux que tu me retournes question text. Tout simplement. Et tant qu'on y est, on va également faire la même chose pour choice, parce que choice aura la même problématique. Donc ici, je définis la méthode, et bien évidemment, ici, c'est choice text. Voilà. C'est assez important d'ajouter ces méthodes, les fameuses méthodes str, à vos modèles, parce que non seulement ça va être plus pratique, vous allez le voir quand on utilise justement le shell interactif, mais c'est aussi parce que la représentation de ces objets est très utilisée dans l'interface d'administration automatique de Django. On va voir ça à la fin de cette vidéo. Je vais également rajouter une méthode qui va nous être utile dans notre modèle question, qui va nous permettre de déterminer si la question a été publiée récemment. Alors, il faut juste que j'importe encore 2-3 petites choses. Hop. Donc là, on a fait nos petites modifications et on va pouvoir retourner dans notre shell. Donc, je vais un petit peu l'augmenter, pas trop, voilà. Je vais le clearer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler notre fameux question.objects.all. Et ici, vous voyez que je dois réimporter. Alors, je dois les avoir regardés ici. Hop, voilà, les modèles en question. Je fais juste un petit clear de mon terminal. Et là, normalement, si je fais question.objects.all, effectivement, maintenant, la question s'affiche comme je l'ai demandé avec la méthode string qu'on a redéfinie. Comment allez-vous? Donc ça, c'est parfait. On a la possibilité aussi, dans ce shell, grâce à l'API, de pouvoir faire des filtres. Donc, admettons que je veuille filtrer mes questions pour récupérer la question dont l'identifiant est 1. Eh bien, je vais pouvoir appliquer la méthode filter, à laquelle je vais passer le paramètre id qui a une valeur de 1. Et ici, on voit que c'est effectivement la question qui est retournée. Si jamais je mets id2, qui n'existe pas, eh bien ça va me renvoyer un set qui est vide, ce qui est complètement logique. On peut également filtrer autrement. Je peux lui dire que je veux qu'il y ait recherche des questions qui commencent par une chaîne de caractères. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais définir, enfin je vais donner mon paramètre question text sur lequel je veux effectuer une recherche, et là je vais rajouter 2 underscores qui vont être suivis d'une méthode. Alors là, je ne sais pas si on peut appeler ça une méthode. Alors c'est une méthode en vrai, mais là, ça agit comme un paramètre. Ou ça va être starts with, donc commence par. Et ici, je vais pouvoir mettre égal avec justement la chaîne de caractères par laquelle ma question commence. Alors je me rappelle déjà plus, je crois que c'est comment allez-vous. Donc on va mettre ça comme ça. Et je ferme et j'exécute. Et effectivement, là, il m'a retrouvé toutes les questions qui commencent par la chaîne de caractères comment. Alors évidemment, il n'y en a qu'une, mais on voit que ça fonctionne. Maintenant, je vais juste réimporter ce que j'avais importé tout à l'heure, voilà, la time zone. Et on va récupérer l'année courante. On va stocker ça dans une variable qu'on va appeler current year. Et ça va être timezone.now.year. De mémoire, je crois que ça doit marcher, voilà. Et si je fais afficher current year, voilà, ça met bien 2024, au moment où je tourne cette vidéo. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir justement faire une recherche basée sur cette variable. Donc, je vais pouvoir faire un question.objects, et ici, je vais faire get pour récupérer justement les questions associées. Et je vais pouvoir lui passer en paramètre pubDate, donc qui est, si je remonte dans question, qui est un de ces champs. Je vais pouvoir mettre, comme tout à l'heure, le double underscore, où je vais préciser ici l'année, et il faut que ce soit égal à current year. Et ici, effectivement, forcément, j'ai bien la question ici, ma liste de questions, qui ne comporte qu'une question évidemment, qui a été publiée cette année courante, en 2024. Donc ça marche également. C'est une autre manière de rechercher du contenu. Une autre manière de rechercher du contenu, c'est
on vient de le voir avec la méthode get, mais on peut stocker ce qu'on a récupéré dans la base de données dans une variable. Par exemple, je vais stocker ma question que je vais rechercher dans une variable Q, et ça va être justement une question que je vais récupérer en appliquant la méthode get, et je vais lui passer en paramètre pk pour primary key est égal à 1. Donc voilà, si je fais afficher ma question, on voit que c'est toujours la même, évidemment, il n'y en a qu'une. Mais maintenant, j'aimerais savoir si elle a été publiée récemment. Eh bien, c'est super parce que comme maintenant elle est stockée, c'est un modèle finalement, c'est le modèle que j'ai défini, je vais pouvoir lui appliquer la méthode was published recently qu'on a créée juste ici. Voilà, l'autocomplétion fonctionne, j'exécute et ça me retourne un booléen true qui m'indique que oui, la question a bien été publiée récemment. Maintenant, ce qui peut nous intéresser également, c'est de voir justement les choix qui sont liés à cette question. Et pour faire ça, on peut toujours utiliser notre variable Q dans laquelle est stockée notre question, et on peut faire un choice set.all. Donc ici, on fait suivre notre question par l'entité, enfin plutôt le modèle qui est associé, underscore set et .all pour toutes les afficher. Là, sans surprise aucune, il n'y a aucun choix qui a été créé, donc c'est une liste qui est vide. Pas de problème, on va créer 3 choix. Donc on va pouvoir faire un Q choice set.create, dans lequel ici, on va tout simplement définir les champs de notre modèle choice. Donc ici, on va avoir choice text, on va mettre, donc c'est une réponse à la question est-ce que ça va, on va mettre pas top, et ici on va définir votes à 0. Hop, ça nous retourne le choix qu'on a créé. Je vais créer un deuxième choix que je vais accélérer pour vous. Et le troisième choix que je vais créer, je vais le stocker justement dans une variable C. Donc je vais faire ça comme ça. Hop, et ici je vais mettre la superforme. Et je passe ça, enfin j'enregistre ça. Je l'ai enregistré dans une variable C parce que justement je voulais vous montrer que tout était lié. Si je fais un C, donc je vais dans mon choix et que je fais .question avec l'autocomplétion et que je clique sur Entrée, on voit que tout est lié parce que depuis le choix, je peux récupérer la question associée, la question à laquelle ce choix est lié. Donc ça, c'est vraiment pour montrer que tout est imbriqué et ça marche également dans les deux sens, dans l'autre sens. Si je fais un Q, donc je suis dans mon objet question, je vais juste clairer un peu mon terminal. Si je fais Q.choiceSet et qu'ici je fais .all, donc finalement c'est la méthode qu'on avait appelée tout à l'heure, ici on voit bien que mon set est composé de 3 éléments, les 3 éléments que j'ai créés précédemment. Alors si j'avais énormément d'éléments, une méthode aussi que je peux appeler pour compter les éléments, c'est tout simplement la méthode count, et là ça me retourne le nombre d'éléments de type choice. Quelque chose qui est aussi très utile et pour montrer que tout est correctement imbriqué, c'est que là je vais lui demander de filtrer, de me retourner tous les choix dont la date de publication de leur question est égale à cette année. Donc, pour faire ça, je vais tout simplement faire un choice.objects.filter, ça on a vu tout à l'heure la méthode, et ici ce que je vais passer en paramètre, c'est que je vais passer question, à laquelle je vais faire suivre 2 underscores. Donc ça c'est ce qui permet vraiment de faire la liaison, de dire je veux appliquer mon filtre sur le lien de mon choix, donc le lien finalement c'est la question qui est ici, donc là je rentre dans mon modèle question, et ici ce que je vais faire c'est que je vais définir justement le champ sur lequel je veux porter mon filtre, donc qui est pubDate, donc là on est bon, on est bien sur le champ pubDate de mon modèle question. Je vais juste préciser year, et il faut que ce soit égal à ma variable currentIR que j'avais précédemment définie. Et ici, on voit que, sans surprise, j'ai tous les choix qui sont là, puisque je n'ai créé que 3 choix associés à une seule question qui a été correctement publiée cette année. Maintenant, dans notre exemple, dans notre projet, je veux uniquement pouvoir avoir 2 choix par question. Donc en fait, le choix moyen ici, il ne m'intéresse pas, je ne veux pas le garder. Je sais que c'est le deuxième choix qui a été créé, et je vais vouloir le supprimer. Pour ça, je vais surcharger la variable C, et je vais faire choice.objects.get
Donc là, je vais mettre mon paramètre pk, hop, est égal à 2. Je vais juste vérifier que ça me renvoie bien, voilà, le bon choix moyen. Et ici, je vais faire un c.delete. Je vais appeler la méthode delete. Je confirme. Et maintenant, normalement, si je fais un choice object all, ah mince, je l'ai stocké là, il fallait pas le stocker, c'est pas grave. Voilà, on voit que je n'ai bien plus que 2 choix. Donc là, vous voyez que cet outil, en fait, ce shell interactif est quand même super utile et super pratique pour tout simplement jouer, pour pouvoir récupérer des informations, pouvoir créer des informations de test dans la base de données. Et vous voyez que tout est correctement lié grâce justement à la liaison que l'on a fait dans notre modèle choice avec ici question model foreign key relié à question. Donc ça, c'est vraiment un outil qui peut être très pratique. Maintenant, ce qu'on va voir pour terminer cette vidéo, c'est le site d'administration de Django. On va voir que par défaut, il y a un site d'administration qui est automatiquement présent et géré dans Django, et c'est super pratique pour pouvoir justement gérer vos modèles. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, dans notre application Django tout entière, on a une partie administration qui est complètement décorrélée de la partie publique sur lesquelles vos utilisateurs pourront se rendre. Bon, ça tombe sous le sens, mais je préfère quand même le préciser. Je vais sortir de notre shell avec CTRL-D et je vais juste clearer mon shell. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer un super user pour justement gérer, manager cette interface d'administration. Donc pour ça, on a une commande, pareil, python manage.py, et ici, on va faire create super user. On valide. Ici, on nous demande le nom d'utilisateur, donc par défaut, il me propose d'utiliser mon prénom à moi, Damien. Alors, je vais dire non, tu me prends admin. L'adresse électronique admin@test.com, ça on s'en fout un petit peu. Et le password, moi mon password, ça va être un password super protégé, ne faites jamais ça s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, il faut le ressaisir. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça c'est pratique. Et il nous dit qu'évidemment le mot de passe est complètement pourri. Est-ce que vous voulez bypasser la procédure de password et quand même créer l'utilisateur? Alors, s'il vous plaît, encore une fois, ne faites jamais ça. Moi, c'est juste pour l'exemple. Là, je m'en fous, c'est juste pour vous montrer. Donc, je vais faire yes. Et là, voilà, mon super user a été créé avec mon mot de passe complètement pourri. Ne faites jamais ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement lancer notre serveur avec la commande, vous vous rappelez j'espère, run server, j'exécute, et maintenant on va se rendre sur notre interface d'administration. Donc pour ça, plutôt que d'aller sur pause, on va tout simplement ici mettre admin. Et là, on a une super interface d'administration de Django. Je vais m'y connecter en faisant admin 1, 2, 3, 4, 5. Je me connecte. Non, je ne veux pas enregistrer ce super mot de passe. Et ici, voilà, j'ai accès à mon site d'administration. Alors, au passage, vous voyez qu'il y a par défaut la possibilité de gérer des groupes et des utilisateurs. Et ça, c'est rendu possible grâce, si on retourne... Alors là, oui, merci, on précise que mon mot de passe est pourri. Je sais, j'espère qu'il ne va pas m'embêter tout le temps avec ça. Si je retourne dans Settings, ici, la gestion des utilisateurs et des groupes s'est rendue possible grâce à cette application, ce module ici, Hôte. Donc ça, c'est quand même super pratique. La problématique qu'on a ici, c'est que pour l'instant, on ne peut gérer que des groupes et des utilisateurs. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut pouvoir rendre l'application de sondage, justement, polls, modifiable via cette interface d'administration. Et ça, comment on fait? Eh bien, en fait, ça se passe dans un fichier. Dans un fichier qui se trouve dans notre sous-dossier polls. Et c'est dans le dossier admin, je vous le donne en 1000. Donc ici, il est vide. Et nous, justement, on va lui dire qu'il faut qu'il mette dedans question. Donc là, en fait, ça se fait en 2 étapes. Ici, ce qu'on va dire, c'est qu'on va lui dire admin, donc qui est disponible ici grâce à l'import qui est fait automatiquement. Il faut que admin.site.register, on appelle la méthode register. Donc on veut qu'il nous mette notre modèle question. Donc en fait là on lui passe en paramètre de cette méthode ce qu'il doit pouvoir rajouter dans l'interface d'administration. Nous on veut
pouvoir gérer dans l'interface d'admin les questions. Et la deuxième chose qu'il faut faire ici, c'est que évidemment à ce niveau-là, question, il ne les connaît pas. Donc il faut pouvoir l'importer. Donc from models import question. Voilà. Là, tout va bien. Vous voyez que d'ailleurs, de manière interactive, il note quand il y a des erreurs, puis il arrête le serveur. Et dès que les erreurs sont corrigées, qu'on sauvegarde, le serveur redémarre correctement. Si on retourne sur notre interface d'administration et qu'on reload, on voit qu'ici, on a le nom de notre application qui est apparu, et surtout, on a la possibilité de gérer les questions grâce au modèle qu'on a rajouté dans notre code juste avant. On va d'ailleurs cliquer sur questions, et quand on clique dessus, on se rend compte que toutes les questions qui figurent dans notre base de données sont correctement affichées ici. Alors évidemment, nous, on n'en a créé qu'une seule, mais on voit qu'elle apparaît bien. On va cliquer dessus pour aller modifier quelque chose. Donc on clique dessus, là, on rentre vraiment dans la question, et vous voyez automatiquement, alors ça s'affiche pas forcément super bien parce qu'en plus j'ai augmenté volontairement la définition de mon browser pour que vous puissiez vraiment bien voir, mais on voit que ça a automatiquement créé les bons champs en fonction du type de champ qu'on a mis. Donc là on voit que c'est un texte, pas de souci, et ici on voit également qu'il nous a proposé un calendrier et une minuterie pour pouvoir définir la date et l'heure de publication. Voilà, on a également différents boutons en bas de cette page qui nous permettent d'enregistrer les modifications qu'on aurait apportées ici, d'enregistrer et d'ajouter une nouvelle question, donc ça c'est super pratique, ce qui permet d'enchaîner comme ça les différentes entrées qu'on veut saisir dans notre base de données, ou on peut tout simplement enregistrer puis continuer de modifier notre modèle, enfin plutôt les données de notre modèle avant que ça soit enregistré dans la base de données. Bande de codeurs, on a fini cette deuxième partie qui était un petit peu plus conséquente que la première, mais c'était vraiment intéressant parce qu'on a vu comment créer des modèles, on a vu comment les mettre dans le code, les créer, comment faire des liaisons entre eux, on a vu aussi comment les insérer dans la base de données, comment faire prendre en compte ces modèles par Django dans notre base de données, avec, rappelez-vous, la migration, enfin make migrations et migrate, et on a vu également le shell interactif pour pouvoir jouer avec l'API Django, l'API Python qui permet justement de jouer, de récupérer les données, d'en insérer. Et là, on vient de voir quand même en un clin d'œil, de manière assez rapide, comment mettre en place l'interface d'administration et faire en sorte qu'elle gère en tout cas un de nos deux modèles. Bande de codeurs, j'espère vraiment que cette partie 2 vous a plu. Nous, on se retrouve dans la partie 3, la partie suivante, où il sera question de développer les vues pour la partie publique de notre site. Donc j'espère vous retrouver sur cette prochaine vidéo. À bientôt!